Bonjour à tout le monde, bienvenue au Festival Exilé. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier temps de la journée qui sera consacré aux questions d'accès à l'hébergement des femmes exilées. Peut-être sans plus attendre, je propose aux intervenants de la première table ronde de me rejoindre. Donc Muriel Hidari, Vanessa Benoît, Clélia Gasquet-Blanchard et Sylvestre Vosniak. Ce que je vous propose, c'est que pendant que vous vous installez et avant qu'on commence, on regarde une courte vidéo qui restitue les résultats d'un rapport qui a été publié cette année par France Terre d'Asile et qui porte sur ces questions d'accès à l'hébergement des femmes exilées dites isolées, c'est-à-dire des femmes sans enfants sur le territoire et dont le rapport en entier est présent sur le stand qui est devant la salle, si ça vous intéresse. Je vous laisse regarder ça. Près de 3 femmes isolées exilées sur 4 ont déjà dormi dehors à Paris. Même hébergées, elles ne sont pas forcément en sécurité. C'est le constat que France Terre d'Asile a fait dans une enquête de terrain menée auprès de 54 femmes âgées de 20 à 70 ans. Toutes les nuits, je ne dormais qu'1 heure ou 2, sinon je restais vigilante. Les hommes veulent vous faire de mauvaises choses et quand vous refusez, ils essaient de vous tuer. Mais pourquoi autant de femmes dorment-elles à la rue? Parce que les dispositifs d'hébergement sont saturés. Si une femme est en demande d'asile, elle peut avoir une place dans un hébergement spécialement prévu pour les demandeurs d'asile. Pourtant, elle a moins d'une chance sur 2 de recevoir une proposition dans ces hébergements. L'accès y est parfois long et de plus en plus limité. Si une femme n'est pas en demande d'asile, elle peut essayer d'obtenir une place dans un hébergement d'urgence temporaire. À Paris, elle n'a que 3 chances sur 10 d'obtenir une réponse positive. Et même si elle est hébergée pour une nuit, rien ne garantit qu'elle le sera le lendemain. Et si elle obtient une place dans un hébergement, cela ne veut pas forcément dire qu'elle dormira en sécurité. Les chambres sont souvent collectives, pas toujours équipées, propres ou adaptées à leurs besoins. La promiscuité peut créer des tensions et certains hébergements sont mixtes, ce qui augmente les risques de violence. Si elle n'a pas reçu de proposition d'hébergement pour la nuit, peut-être qu'une personne lui proposera de dormir chez elle. C'est l'hébergement chez un tiers. Une femme interrogée sur 3 déclare avoir déjà été hébergée chez un proche ou par un inconnu. Mais encore une fois, cela ne veut pas forcément dire qu'elle sera en sécurité. Au contraire, elle peut malheureusement être confrontée à plusieurs formes de violence. Humiliation, violence verbale, contrôle sur les sorties, exploitation domestique, violence physique ou sexuelle. Ces formes de domination peuvent être accompagnées de chantage, comme par exemple la menace d'être remise à la rue. Je suis vraiment devenue sa bonne, sa servante, sa domestique, je subissais tout. L'exploitation domestique touche une femme sur 3. On rappelle qu'héberger quelqu'un est légal, mais que demander une contrepartie est interdit par la loi. Si elle n'obtient pas de place dans un hébergement et qu'aucune personne ne peut l'accueillir chez elle, alors il ne reste que la rue. Et là, c'est extrêmement dangereux, surtout pour une femme. L'étude du Dr Kouani révèle que l'exposition à des violences sexuelles est extrêmement fréquente. Les femmes en demande d'asile ont 18 fois plus de risques d'être exposées à des violences sexuelles que le reste de la population française. Ce n'est pas la journée qui compte, c'est la nuit. La journée, je suis en sécurité. Mais la nuit, pas du tout. Alors, pour survivre, beaucoup de femmes demeurent invisibles. Se cacher, ne pas dormir, marcher toute la nuit, éviter les regards. La nuit, si tu es seule, tu te caches mieux. Cette stratégie de survie renforce encore plus l'isolement et la précarité. On l'a compris. Être une femme, être exilée et être seule, ce sont 3 réalités qui se cumulent et qui multiplient les risques d'être exposée à des violences. À France Terre d'Asile, pour lutter contre cela, on appelle à 3 choses. Créer plus de places d'hébergement adaptées aux besoins des femmes et tout particulièrement des femmes isolées et exilées. Renforcer les financements pour améliorer la qualité et la sécurité des structures déjà existantes. Et enfin, ouvrir des places spécifiques pour les femmes victimes de violences et pour les personnes LGBTQIA+. Parce que protéger, c'est commencer par garantir un hébergement adapté. Ok. Donc voilà, cette vidéo, comme vous voyez, elle permet bien de faire le lien avec le sujet de cette table ronde, puisqu'elle aborde notamment cette question des difficultés d'accès à l'hébergement que rencontrent les femmes exilées, à la fois au sein du dispositif national d'accueil pour les personnes en demande d'asile, mais aussi de manière plus générale au sein de l'hébergement généraliste. C'est vrai que ces difficultés d'accès à l'hébergement, c'est des difficultés que rencontrent aussi les hommes exilés, qui ont des parcours résidentiels dont les dynamiques sont différentes de celles des femmes, puisque l'offre d'hébergement n'est pas tout à fait la même selon son genre et selon sa situation familiale. Et donc, c'est important, je pense, de rappeler que les hommes exilés aussi font face à des difficultés, mais qui sont spécifiques. Et puis par ailleurs, les conséquences de ces difficultés d'accès à l'hébergement peuvent être différentes quand on est une femme exilée et quand on est un homme isolé, puisque comme vous le disiez,
au début, voilà, la double exposition aux violences, à la fois en tant que migrante, mais aussi en tant que femme, voilà, expose à des réalités qui sont différentes et qui font que voilà, il est intéressant de se poser des questions sur la spécificité de ces parcours-là. Donc voilà, le but de cette table ronde aujourd'hui, c'est vraiment de se questionner sur la spécificité de ces parcours d'hébergement. Voilà, donc à quel obstacle spécifique se heurtent ces femmes exilées ? Comment est-ce que le genre influence leur accès à l'hébergement de manière large ? Et puis par ailleurs, notre objectif, c'est aussi de se questionner sur les difficultés que produisent ces difficultés d'accès à l'hébergement sur les parcours à l'échelle plus individuelle de ces femmes exilées. Donc pour cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenantes et intervenants. Muriel Idari, vous êtes chef du bureau de l'hébergement au sein de la direction de l'asile de l'OFII. Donc, je rappelle, l'OFII, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est l'opérateur principal de la DGEF, la Direction générale des étrangers en France, et qui se charge voilà, donc de toute la mise en œuvre de la politique française d'immigration, d'accueil, d'intégration des étrangers. Et donc l'OFII gère notamment l'accueil des personnes en demande d'asile via plusieurs missions, le pilotage des structures de premier accueil des demandeurs d'asile qu'on appelle communément les SPADA. Voilà, et donc l'OFII collabore avec d'autres acteurs, dont par exemple Forum Réfugiés, mais aussi France Terre d'Asile pour la gestion de ces SPADA-là. Et puis par ailleurs, l'OFII coordonne le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, et donc supervise l'attribution des places d'hébergement aux demandeurs d'asile au sein de ce dispositif. Clélia Gasquet-Blanchard, vous êtes chercheuse au laboratoire Espace et Société de l'Université Rennes 2 et maîtresse de conférences à l'École des hautes études en santé publique. Vous êtes aussi directrice du réseau régional de santé, le SOLIPAM, depuis 6 ans. Vos travaux de recherche portent depuis plusieurs années sur les inégalités en santé et notamment sur les parcours de femmes enceintes primo-arrivantes en Île-de-France. Vous croisez votre réflexion sur ces inégalités en santé avec un travail sur les problématiques d'accès à l'hébergement des femmes exilées, en montrant notamment comment les politiques publiques ont tendance à négliger ces déterminants sociaux et économiques de la santé. Et voilà, et donc ce travail de recherche, il est évidemment alimenté par votre travail de direction au sein du SOLIPAM, qui coordonne les parcours de santé des femmes enceintes en situation de grande précarité en Île-de-France, ce qui vous amène non seulement à travailler sur le volet sanitaire, mais aussi social. Vanessa Benoît, vous êtes directrice générale du SAMU social de Paris depuis 5 ans. Donc le SAMU social, vous connaissez tous et toutes sûrement ce que c'est. C'est un acteur incontournable de l'hébergement des personnes sans abri de manière générale et de fait des personnes exilées. Le SAMU social est un groupement d'intérêt public qui compte parmi ses nombreuses missions la centralisation et la régulation de l'offre d'hébergement et notamment de la plateforme d'écoute bien connue du 115 et la gestion de la plateforme hôtelière Delta. Et enfin, Sylvestre Vosniak, vous êtes directeur général de Forum Réfugiés depuis juin 2024. Et donc, pour rappel, Forum Réfugiés est une association menant des activités d'accueil des personnes à la fois en demande d'asile et réfugiés, mais aussi de plaidoyer autour de la défense du droit d'asile. Sur le plan opérationnel, vous avez un volet premier accueil, donc vous accompagnez en SPADA des personnes qui n'ont pas été hébergées par l'OFII au sein du DNA, et vous gérez également des dispositifs d'hébergement pour demandeurs d'asile type CADA, UDA, etc. Voilà, et donc pour ma part, je m'appelle Judith Bogart, je suis chargée de recherche au sein de France Terre d'Asile, au sein de ce projet AMAL, et je suis aussi doctorante dans le cadre d'un contrat de thèse en CIFRE. Et voilà, je travaille depuis 2 ans sur ces questions d'hébergement et d'accès à l'hébergement des femmes exilées, notamment autour de la place de cette catégorie de femmes isolées dans le système d'accueil francilien, pour comprendre comment ce système de priorisation influence les parcours de vie des femmes, à la fois sur le plan résidentiel, mais aussi familial.
Petite précision de temps, donc on aura 1 heure de discussion et ensuite on aura 30 minutes de questions à la salle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les noter mentalement pour les poser à la fin. On a aussi le plaisir d'avoir une dessinatrice, Colline Grandpierre, qui est au fond de la salle et qui représentera visuellement le contenu de nos échanges. Et on pourra regarder voilà, à la fin de notre discussion, juste avant les questions à la salle, l'état d'avancement de son travail pour que vous puissiez visualiser tout ça. Voilà, donc peut-être pour débuter, je vous propose de consacrer un premier temps de la discussion aux conditions d'accès à l'hébergement afin de mieux comprendre comment est-ce que ces parcours de femmes exilées sont façonnés par les politiques d'accueil. Peut-être une première question pour vous, Vanessa Benoît. Donc, je rappelle que vous êtes directrice générale du SAMU social de Paris. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'état actuel de l'accès à l'hébergement d'urgence pour les femmes exilées ? Alors du coup, je vais redire, enfin en tout cas, je vais m'inscrire vraiment dans la continuité de la vidéo qu'on vient de voir. Elle dit vraiment l'essentiel. Les femmes sans domicile, toutes les femmes sans domicile, pas juste les femmes sans domicile exilées, poursuivent vraiment des stratégies d'invisibilisation. Vous les verrez assez peu de manière évidente dans l'espace public. En fait, c'est pas, tout le monde n'est pas à égalité dans l'occupation de l'espace public. C'est plus dangereux pour certaines personnes que pour d'autres. Elles vont plutôt adopter soit des stratégies d'hypermobilité, être tout le temps en mouvement, ou alors se cacher dans des lieux qui seront aussi des lieux moins sécurs, mais qui ne seront pas l'espace public, ou alors donner le change, se fondre dans la foule, voilà, se faire remarquer le moins possible. Du coup, pour accéder de l'hébergement dit généraliste, c'est-à-dire celui que tout un chacun on pourrait demander si on se retrouvait sans abri un soir, eh bien, soit elles appellent le 115, soit elles le font via des accueils de jour. C'est des lieux où on peut se rendre en journée, être accueilli, prendre un café et essayer de joindre le 115. Je peux ajouter que les femmes sans domicile, souvent, ont une préférence pour des lieux d'accueil qui soient non mixtes. Elles sont vraiment en recherche d'une forme de sécurité et pour elles, ça s'exprime notamment par la non-mixité. Chaque jour, le 115 de Paris reçoit à peu près 1000 demandes d'hébergement. Et sur les à peu près 130 femmes seules qui vont l'appeler, enfin qui vont réussir à le joindre, parce que tout le monde ne réussit pas à joindre le 115, il n'y en a que la moitié qui seront hébergées. Et cet hébergement-là sera le plus souvent un hébergement de courte durée. Alors, mixte, enfin, pardon, comment dire, collectif ou pas, ça peut dépendre. Certains dans des structures mixtes, en tout cas, fournissant quand même un minimum de sécurité, mais de toute façon, seulement un hébergement de quelques nuits. Et encore une fois, pour les personnes qui réussiront à le joindre, et ça n'est pas tout le monde. Super, merci beaucoup. Peut-être que pour compléter, je peux poser une question à vous, Sylvestre Vosniak, donc directeur général de Forum Réfugiés. Est-ce que vous pourriez, donc vous accompagner des personnes qui sont en demande d'asile plus spécifiquement, est-ce que vous pourriez nous parler de ces difficultés d'accès, ces enjeux d'accès à l'hébergement que rencontrent les femmes en demande d'asile plus spécifiquement ? Alors je pourrais répondre très rapidement en disant que c'est un enjeu de moyens, mais c'est un peu court et largement insuffisant. Je repartirai d'un chiffre évoqué par la présidente de France Terre d'Asile tout à l'heure. Elle disait un immigré sur 2 est une femme. Mais si on resserre, je dirais, sur les personnes qui sont en demande d'asile, en 2024, un demandeur d'asile sur 2 était une femme. C'était 1 sur 3 il y a quelques années. L'autre élément important à retenir, c'est que ces femmes qui sont en exil forcé, le sont de façon de plus en plus autonome. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'accompagner un conjoint ou une famille qui part, ou de rejoindre une famille ou un conjoint, mais de prendre la décision autonome de partir, bien souvent pour échapper à des situations de violence. Donc cela aussi, c'est un élément important à prendre en compte. Alors sur les enjeux eux-mêmes, j'en citerai quelques-uns, 3 ou 4, qui sont sans doute développés par les autres intervenantes. Le premier, c'est un enjeu, il a été évoqué dans la vidéo, c'est un enjeu de capacité d'accueil spécifique. On parle des places dédiées pour les femmes, demande d'asile, victimes de violences. Il y avait, je crois, 234 places dédiées fin 2024. Alors on peut saluer les efforts de l'OFI, je ne dirais pas toujours du bien, mais en tout cas les efforts de l'OFI, notamment en 2024 et 2025, pour développer cette capacité d'accueil et créer de nouvelles places dédiées, avec des signatures de conventions avec des partenaires et des acteurs locaux pour mieux accompagner ces femmes victimes de violences.
Mais il y a un problème plus global d'accès. Alors tout à l'heure était évoqué le fait que dans le projet de loi de finances 2026, il y aurait encore, il y a une proposition en tout cas de suppression de places, de 5000 places je crois. En 2025 déjà 6500 places supprimées et sans doute beaucoup plus si on compte les places qui devaient être créées et qui n'ont pas été, alors que depuis des années, les places, la création de places était plutôt en augmentation, et notamment sur des recommandations de la Cour des comptes et même d'instances européennes. Donc s'il y a déjà une capacité insuffisante pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile, forcément cela se répercute sur les femmes qui peuvent être dans cette situation-là. Avec pas mal de problématiques associées, mais encore une fois, je pense qu'on développera un peu plus par la suite. Le deuxième enjeu, c'est aussi un enjeu de compétences, parce que lorsqu'on parle d'accompagnement de femmes exilées avec des problématiques spécifiques, avec des violences qui ont pu être subies et qui continuent à l'être malheureusement encore une fois que l'exil est terminé, en tout cas considéré comme tel. Je pense que là-dessus, nos équipes, nos professionnels, même si chacune s'efforce de se former, a encore besoin d'être accompagné en formation pour être en capacité d'accompagner ces situations et aussi les questions qui peuvent être liées à l'accueil de femmes qui sont seules avec un ou plusieurs enfants. Un autre enjeu est celui de la vulnérabilité. Alors, il n'y a pas vraiment de définition de la vulnérabilité. Enfin, il y a un article de mémoire L522.3, je crois, du CESEDA qui donne des éléments de définition, mais qui aurait tendance plutôt à aller vers qui est considéré comme vulnérable ou pas. Le problème, c'est que c'est le tout ou rien. Ou le fait d'être une femme rend automatiquement vulnérable, et on va dire que toutes les femmes, notamment en situation d'exil, sont considérées comme vulnérables. Soit on se dit ben non, et donc c'est aucune ou très peu. Et là, à mon sens, il y a quelque chose à améliorer dans la définition et l'évaluation de la vulnérabilité, où là aussi l'OFII joue un rôle, mais sans doute avec des moyens qui ne sont pas suffisants pour aller au bout de ce qui peut être identifié et défini comme vulnérabilité, bien entendu des moyens à mettre en œuvre pour accompagner ces situations de vulnérabilité. Et enfin un autre enjeu, je prends mes notes, voilà. Un autre enjeu, mais qui est associé à celle de la vulnérabilité, c'est aussi l'enjeu de la santé. Sans doute qu'il sera également développé, mais bien souvent, une personne qui est en difficulté d'accès à ses droits fondamentaux, et notamment à l'hébergement, va être très préoccupée par cette question-là, va être très préoccupée aussi par ces démarches administratives, et la question de la santé sera généralement très secondaire pour elle. Alors, pas au sens de son état de santé, mais du temps qu'elle va pouvoir ou d'énergie qu'elle va y consacrer, même si là aussi l'OFII avec le rendez-vous santé systématique a fortement augmenté l'accès à ce rendez-vous. Je crois qu'il a été multiplié par 3 ou 4 entre 2022 et 2023 et on a même dépassé l'objectif qui était autour de 5000 et qui était à 7000 rendez-vous. Là aussi c'est très approximatif. Mais ça ne représente que 5% des personnes qui sont en situation de demande d'asile, et parmi lesquelles, bien entendu, des femmes qui peuvent avoir des besoins, là aussi, spécifiques en termes de santé. Voilà pour les principaux enjeux que l'on peut identifier. Il y en a sans doute d'autres, et ceux-ci mériteront d'être encore développés. Merci beaucoup. Effectivement, vous parlez de cette question, notamment de l'enjeu de définition de cette vulnérabilité. Je pense qu'effectivement, c'est un enjeu central quand on parle de genre. Et ce qui m'amène à ma prochaine question, Muriel Hidari. Comment est-ce que cette question du genre est prise en compte à la fois au moment de l'évaluation de vulnérabilité qui est faite par l'OFII au moment du premier accueil des demandeurs d'asile, mais aussi de manière plus générale dans les propositions d'hébergement qui sont faites? Le genre, il a un critère central dans l'évaluation de la vulnérabilité qui est effectuée par les auditeurs asile de l'OFII lors du passage au GUDA, au guichet unique, lors du dépôt de la demande d'asile. Et donc, l'auditeur asile de l'OFII qui est formé à cet effet, il évalue la vulnérabilité dite objective à l'aide d'un questionnaire qui est normé, dans l'objectif de cerner la vulnérabilité et d'orienter et d'adapter l'offre de prise en charge aux besoins du demandeur et de la demandeuse d'asile.
L'OFII il est particulièrement attentif lors de l'entretien de vulnérabilité à la détection des potentielles vulnérabilités qui sont liées au genre, l'état de grossesse, les violences conjugales ou intrafamiliales, même les risques liés à la traite des êtres humains, la situation des familles monoparentales avec des enfants en bas âge. Donc les auditeurs asiles de l'OFII, ils sont formés. Ils reçoivent une formation lors de leur recrutement au siège pour prendre bien sûr en compte dès le premier accueil, donc dès l'entretien de vulnérabilité, les risques liés aux vulnérabilités liées au genre, mais également tout le long de la demande d'asile. Parce qu'il y a différents signalements qui peuvent avoir lieu, notamment par les opérateurs DNA, les hébergeurs, mais les SPADA, également les partenaires locaux, mais également l'OFPRA, qui signale à l'OFII des situations particulières. Et donc, dans le cadre de ces propositions d'orientation vers un hébergement du DNA, ces éléments sont directement pris en compte. Parce qu'il y a certaines places dans le dispositif national d'accueil qui sont entièrement, même des centres qui sont entièrement dédiés aux femmes isolées ou aux familles monoparentales. Donc, à l'échelle nationale, le DNA, il dispose en octobre 2025 de 109 367 places d'hébergement en France. Et les femmes, actuellement, dans le DNA, représentent 44% des personnes hébergées. Nous avons effectivement, comme a été rappelé par le DG de Forum, 300 places spécialisées dédiées à l'accueil des demandeuses d'asile et des BPI, victimes de violences et victimes de traite. Ces places répondent à un cahier des charges bien spécifique, notamment avec des exigences au niveau de la sécurité, des missions de gardiennage, des travailleurs sociaux qui sont formés et également des activités plus renforcées avec des associations spécialisées. Ces places labellisées bénéficient d'un surcoût de 13 € par jour, journalier, donc par jour exactement, et pour un budget annuel de 3,6 millions d'euros. Ce nombre de places labellisées a vocation à augmenter d'ici la fin de l'année et début 2026 pour avoir au total dans le DNA 350 places labellisées. Donc, chaque direction territoriale de l'OFII dispose d'un référent vulnérabilité qui est chargé de détecter les situations de vulnérabilité et de vérifier que la situation, en tout cas que la proposition d'hébergement dans le DNA est adaptée à la situation de tous les ménages qui y sont orientés. Et donc, l'objectif, c'est que les référents vulnérabilité travaillent avec les partenaires locaux, avec le référent médical de la région pour proposer des rendez-vous santé, mais également avec les opérateurs du DNA dans l'objectif de fiabiliser ces relations et de consolider ces partenariats. Donc, comme a été évoqué précédemment, différentes chartes ont vu le jour. Une charte notamment à Bordeaux et une charte à Marseille en 2024 et 2025. L'objectif était de favoriser la détection, d'améliorer et de graver dans le dur les bonnes pratiques des différents partenaires. Il y a différentes chartes qui sont en cours de rédaction et de signature dans des territoires où le besoin a été ou est avéré, notamment à Strasbourg, à Grenoble, à Lyon, à Toulouse ou encore à Nantes. Donc, l'objectif de ces partenariats est d'améliorer bien sûr la détection, mais également de fiabiliser les bonnes pratiques. Merci beaucoup. Ouais, vous signalez effectivement qu'il y a des places qui sont dédiées au sein du dispositif national d'accueil à ces victimes de traite, notamment. On sait toutefois que cette absence d'hébergement et donc notamment l'absence de CMA, de conditions matérielles d'accueil qui sont nécessaires pour pouvoir être orienté par l'OFII, peut avoir tendance à renforcer l'exposition et notamment l'exposition des femmes aux violences et notamment à l'exploitation, à la traite. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une logique plutôt de prévention
de ces violences, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer plutôt instaurer une logique de prévention plutôt que de réparation, si on peut dire, plutôt que avec ces places dédiées aux victimes de violences? L'absence d'hébergement est actuellement, est naturellement un facteur de fragilisation pour tout type de public. Et donc c'est la raison pour laquelle l'OFII, depuis plusieurs années, s'efforce à dynamiser encore plus son processus d'orientation vers les places dans le DNA. Pour vous donner une donnée chiffrée, la part d'allocataires de l'ADA non hébergés, donc l'ADA c'est l'allocation pour demandeurs d'asile, non hébergés est ainsi passée de 64% en 2020 à 80% en 2025. Concernant les places labellisées FVV-TEH au sein du DNA, elles répondent quant à elles à un besoin bien spécifique qui est de mieux protéger et accompagner les femmes qui sont d'ores et déjà identifiées comme victimes de violences ou de traite. Et ces places, elles répondent à un besoin immédiat et imminent de mise à l'abri au sein de structures qui sont adaptées pour permettre un accompagnement et offrir un cadre sécurisé adapté à ces femmes. Et elle propose également un accompagnement qui est pluridisciplinaire, donc psychologique, juridique, médical. Et également, elles ont vocation à réduire les risques d'exposition à de nouvelles violences ou à d'une exposition à une nouvelle exploitation ou remise sous emprise, y compris en proposant des éloignements géographiques quand c'est nécessaire. Donc les initiatives qui ont été mises en place ces dernières années par l'OFII en centrale et par l'EDT au niveau local, diffusion de flyers, groupes de travail dédiés, développement du rendez-vous santé, ont permis à ce dispositif de mieux se faire connaître. Et actuellement, le taux d'occupation du parc et du parc des places dédiées, FVV-TEH, est de 98,3%. En 2022, il était à 85%. Donc c'est pourquoi l'OFII s'est rapproché de la DGEF et a plaidé pour une augmentation des capacités de ce parc labellisé pour le porter à 400 places d'ici 2026. Ça va se faire en 2 étapes. D'ici la fin de l'année, donc il y a eu un AMI qui a été publié pour la labellisation de 50 places supplémentaires début janvier 2026 et 50 places supplémentaires en fin d'année. Donc, au regard de cette situation, l'objectif premier, c'est d'adapter l'offre de prise en charge qui est proposée par le DNA aux différentes vulnérabilités, aux différentes situations qui sont remontées à l'OFII. Merci. Clélia Gasquet-Blanchard, on voit effectivement transparaître dans toutes vos réponses que la question de la saturation, évidemment, de l'hébergement à la fois généraliste et du DNA, c'est une question qui est omniprésente. Est-ce que vous pourriez nous parler de la manière dont la saturation de ces dispositifs est produite peut-être de manière plus structurelle pour qu'on puisse prendre un peu de recul finalement sur ces questions-là? Alors, prendre du recul, je ne sais pas. Je peux m'y essayer. Alors, peut-être qu'on est dans une table ronde sur crise de l'hébergement, mais derrière, il y a quand même la question du logement et de l'habiter. Donc là, je vais mettre ma casquette de chercheuse sur qu'est-ce que habiter. Et ça renvoie à une subjectivité, la possibilité de pouvoir avoir un lieu, de pouvoir mobiliser des modes d'habiter qui renvoient à nos manières de faire avec le monde matériel et le monde social. Il y a des normes sociales qui vont guider nos expériences, nos trajectoires autour de l'habiter. Et habiter, ça engage aussi la possibilité de se loger, de circuler et donc de pratiquer l'espace. Et cette question de l'habiter, elle se pose à différentes échelles et elle interroge beaucoup les liens entre habitat et précarité, parce qu'en fait, là, on ne parle pas d'habiter et de se loger, on est sur des questions d'hébergement d'urgence, beaucoup. Ou sur une question d'un logement temporaire quand c'est un CADA, par exemple. Et ça illustre aussi à quel point l'habiter, ou inversement, l'empêchement d'habiter, va être un préalable. Alors moi, je travaille sur des questions de santé, donc ça va être un préalable, vous le soulignez, sur la question de la santé et du bien-être. Donc, aujourd'hui, la structuration de l'hébergement d'urgence, elle se fait autour de critères de priorisation. Alors, on parle de saturation des dispositifs, mais
cette structuration de l'hébergement, elle met un grand nombre de personnes sur le côté, notamment en raison, alors je ne sais pas si, si c'est de saturation dont il faut parler ou de politique du tri, qui ont toujours existé en santé. Hein. On a toujours trié les patients à l'hôpital. Dans le social aussi, on a des politiques de tri parce qu'elles nécessitent justement de pouvoir orienter vers comment on va pouvoir mieux prendre en charge, que ce soit dans la santé ou dans le social. Mais ça pose des questions aussi parce que si ces logiques, elles ont toujours existé, dans l'articulation entre le médical et le social autour de la question notamment de l'exil et de l'hébergement d'urgence, ça pose aussi la question des tendances actuelles, des débats dans la société civile et puis surtout des agendas politiques. C'est pour ça que je ne sais pas si je suis compétente sur la question de la structure, mais la question de la conjoncture aussi, elle se pose et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie cette question qui est centrale, notamment sur les questions de santé, parce que elle participe en fait, ces politiques du tri, à mettre les personnes en concurrence. Pour vous donner un exemple, le réseau dont j'ai la charge, en 2006, quand il a été créé, il était parisien initialement, et c'est des professionnels de santé, des professionnels du social. Le SAMU social est membre fondateur avec la PHP, la ville de Paris, le CASP, voilà, d'autres acteurs. Et ils se sont mis autour de la table en disant une femme enceinte à la rue, c'est une urgence médicale, il faut les héberger. Très bien. En 2006, à Paris, ça fonctionne. On arrive à faire héberger une femme enceinte à la rue. Aujourd'hui, vous savez bien qu'en Île-de-France, ça n'est pas du tout le cas. En 2015, une femme enceinte à la rue avec un VIH, on arrivait à la faire héberger. En 2019-2020, c'était une femme enceinte à la rue avec un Covid qu'on arrivait. Donc ça dépend aussi de la conjoncture, de ce qui se dessine aussi dans l'actualité brûlante de ce qui se passe. Aujourd'hui, en fait, on a le délai du terme qui s'allonge. On est en train d'accepter moralement que une femme à la rue enceinte, finalement, c'est pas tant. Et donc, je m'occupe d'un réseau femmes enceintes, hein, donc je parle de cette question, mais ça concerne évidemment l'ensemble des femmes et ces politiques du tri, elles se dessinent aussi pour les femmes, les enfants, les hommes, etc. Mais pour cette question spécifique, on voit bien qu'on a un recul de la possibilité de pouvoir accéder à un hébergement au regard du terme de sa grossesse. Et on a même une note en février 2024 de la Haute Autorité de Santé. Donc on a le pouvoir médical qui nous dit on se mobilise sur la prise en charge des femmes en situation de vulnérabilité, comment on les prend en charge. Mais dans cette note qui émane des autorités sanitaires, on nous dit attention, dans un contexte de crise d'hébergement d'urgence, nous allons pouvoir particulièrement prendre ces femmes à partir du 7e mois de grossesse et jusqu'au 6e mois du nouveau-né. 6 mois et 1 jour, le nouveau-né il est assez grand pour retourner à la rue. Et ça pose la question de comment s'articule le médico-social dans ces politiques du tri. Est-ce que les considérations sur les états de santé des personnes sont encore des urgences ou pas? Et comment on dialogue entre ces institutions? Ça nous dit aussi beaucoup de choses sur quand en effet on est en CADA, quand on a accès à ces dispositifs, en effet la prise en charge est tout à fait adaptée, soutenante, pousse vers l'intégration. Et en même temps, nous ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a beaucoup de demandeurs d'asile qui n'ont pas pris dans l'allocation de demandeurs d'asile la mention d'hébergement, parce qu'en fait l'allocation de demandeurs d'asile sera plus importante si on ne demande pas l'hébergement. Mais au regard du coût d'un hébergement en Île-de-France notamment, c'est absolument impossible de se loger sans cet accompagnement et ça échoit à l'hébergement d'urgence. Et donc, notamment, on a le SAMU social, je parle sous ton contrôle, Vanessa, le SAMU social va être en charge de l'hébergement d'urgence de beaucoup de demandeurs et de demandeuses d'asile, alors même qu'il existe des dispositifs pour pouvoir les héberger. Par ailleurs, cette question de l'hébergement, tu me dis si je déborde des 5 minutes. Le droit à un hébergement, en fait, c'est une prérogative de l'État. C'est encore marqué dans le Code de l'action sociale et des familles. Donc, normalement, les personnes à la rue doivent être hébergées. Enfin, je veux dire, en fait, il n'y a pas de débat. C'est un droit. Néanmoins, en fait,
en raison de ces politiques du tri et de ces mises en concurrence de ces publics, et ce qui pose vraiment la question de est-ce qu'on parle des femmes exilées ou des hommes exilés ou des femmes exilées selon quelles... Enfin, voilà, où je vous dis, on peut héberger une femme enceinte avec un Covid, mais pas avec un VIH, etc. Enfin, ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on arrive à retisser comme commun. Derrière cette grande contrainte, en fait, l'organisation et la structuration de l'hébergement d'urgence, comme elle se fait maintenant à l'échelle régionale, mais que les dispositifs qui vont gérer derrière la distribution du parc hôtelier et l'attribution des places se fait à une échelle départementale, ça va créer aussi beaucoup d'errance résidentielle. Et on va avoir des personnes qui vont se retrouver jusqu'à 40 hébergements pour les femmes qu'on accompagne dans ce réseau pendant une grossesse. 40 hébergements référencés. Donc, outre les abribus, les squats, les gares, pendant une grossesse. Ce qui est absolument énorme. Et là, on est bien face à une situation d'empêchement d'habiter les lieux, d'habiter et même d'être hébergé, et donc l'empêchement d'un ancrage territorial. Je m'arrête là peut-être pour... Parfait, merci beaucoup. Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu nous racontes, et ça permet de faire le lien avec ma prochaine question, notamment sur cette question de tri, de mise en concurrence des publics. Vanessa Benoît, on entend souvent dire, moi personnellement sur mon travail de terrain, c'est des choses que j'entends, dire que quand on est une femme sans enfant et qu'on n'est pas enceinte, c'est plus compliqué d'avoir accès à un hébergement, et notamment à un hébergement d'urgence. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'affirmation? Est-ce qu'il existe une inégalité d'accès à l'hébergement, et notamment une inégalité entre femmes exilées? Alors déjà, je voudrais redire, comme vient de le dire Clélia, que dans la loi, quand on est une personne en situation, alors la loi elle dit en situation de détresse, elle ne parle pas de vulnérabilité, détresse sociale, psychologique ou médicale, on a le droit à un hébergement d'urgence. Ça, c'est pas moi qui l'affirme, c'est pas un acte de militantisme, c'est la loi. Simplement, la limite qu'elle rencontre, c'est l'insuffisance du nombre de places, en fait. Donc, qu'est-ce que ça produit? Ça produit ce qu'on appelle priorisation. Nous, on dit pas tri, on dit priorisation. Voilà, donc en fait, priorisation dans le sens commun, c'est l'organisation de la file d'attente. C'est j'ai pas assez de place pour tout le monde devrait y avoir droit. Qui est-ce que je vais servir en premier? Et le sous-entendu, c'est mais dès que je peux, je vais revenir aux autres que j'ai mis dans la file d'attente. Le problème, c'est que la file d'attente, elle s'allonge, et donc les gens se découragent. Et puis en fait, attendre un hébergement, c'est un truc qui n'a pas beaucoup de sens en fait. Vous n'allez pas attendre indéfiniment, vous allez trouver une autre solution qui sera une des solutions sous-optimales dont on a parlé tout à l'heure, mais vous allez finir par vous décourager, vous n'allez pas rester pendu au téléphone toute la journée. Donc je pense que quand les femmes disent on n'a pas accès parce qu'on n'est pas enceinte, parce qu'on n'est pas accompagné d'enfants, c'est ça qu'elles disent quelque part. C'est on m'a mise dans la file d'attente, on m'a dit pas tout de suite, mais à force d'attendre et comme je ne sais pas quand ce sera, je me débrouille par moi-même. Donc pour préciser un peu précisément, alors c'est intéressant Clélia parce que tu parlais de cette note de la HAS dont j'avais pas connaissance, mais qui est effectivement raccord avec les critères de priorisation qui ont été édictés. Donc en Île-de-France, ce sont des critères de priorisation régionaux. Il y a 4 niveaux de priorité. Je vais vous parler que du niveau 1 parce qu'en fait, on n'arrive jamais au niveau 2, 3 et 4. Le niveau 1 de priorité, effectivement, il concerne les femmes victimes de violences, mais ça veut dire victimes de violence, là, tout de suite, à la minute. Pas victimes de violence il y a 3 jours ou il y a 6 mois. Là, tout de suite, et c'est grave. Les priorités 1, c'est également les femmes enceintes à partir de 7 mois. Donc là, on est raccord avec la HAS. Et les familles avec des enfants de moins de 3 mois. Donc on a déjà perdu 3 mois par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure. Et toutes les autres, c'est les autres priorités. Alors il y a une possibilité pour les écoutants-écoutantes du 115 d'avoir leur propre appréciation de la vulnérabilité. Ils ont une grille qui leur permet de dire, bon là, ça rentre pas exactement dans les cases, mais cette personne-là, elle a vraiment besoin d'être hébergée. Donc il peut y avoir des personnes qui sont, entre guillemets, remontées en priorité 1, mais la réalité, effectivement, c'est que si vous ne rentrez pas dans ces cases-là, sauf si vraiment vous avez quelque chose de très problématique, un gros problème de santé, une grande fragilité, vous avez moins de chances d'être hébergé. Merci beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, c'est de poursuivre nos échanges en abordant plutôt la question des effets qui sont produits par ces difficultés d'accès à l'hébergement dont on vient de parler. Peut-être Sylvestre Vosniak, est-ce que vous pourriez nous parler des effets de cette errance résidentielle dont parlait Clélia sur les situations des femmes que vous accompagnez à Forum Réfugiés ?
Oui, alors, n'étant pas tout à fait respectueux de ce qu'on avait prévu, je vais quand même revenir un peu sur la question précédente, parce que vraiment la question de la capacité d'accueil est importante, puisqu'on voit qu'il y a un débat fréquent entre les associations et les pouvoirs publics, d'associations qui disent qu'il n'y a pas assez de place d'hébergement. Je parle déjà principalement pour le secteur de l'asile. Et puis les pouvoirs publics qui disent, mais regardez, on améliore. Alors, on a augmenté le nombre de places pendant longtemps. Là, depuis 2 ans, il est à la baisse. Et on améliore le taux d'hébergement des demandeurs d'asile. Je préciserai, des demandeurs d'asile qui ont été reconnus avec un accès aux conditions matérielles d'accueil. Voilà. Donc je le dis parce qu'on peut améliorer un taux, soit en augmentant le numérateur, soit en diminuant le dénominateur. Et malheureusement aujourd'hui, et ça renvoie aux questions d'appréciation de la vulnérabilité, il y a quand même une part importante, voire croissante, de demandeurs d'asile qui se voient rejeter ou refuser les conditions matérielles d'accueil. Fin 2024, c'était aux alentours de 39%. Et en septembre 2025, si on compare les chiffres Eurostat, le nombre de demandeurs d'asile en attente et le nombre de demandeurs d'asile recensés comme accédant aux conditions matérielles d'accueil, on a 42% des demandeurs d'asile qui n'ont pas accès aux conditions matérielles d'accueil. Donc c'est quand même un sujet très important. Et puis il y a des questions parfois très pratiques, parce qu'il faut aussi rejoindre, au-delà des chiffres, la réalité de ce que vivent les personnes. On sait que l'hébergement qu'on offre aux personnes sont souvent assez exigus. On est sur des normes qui sont inférieures à ce qu'on trouve dans l'immobilier commercial, avec 7 mètres carrés 50, quand ailleurs on a 9 mètres carrés au moins. Et on parlait des femmes isolées, mais c'est vrai qu'une femme qui est avec un enfant va pouvoir être logée dans une chambre, et ça comptera pour 2, et ça améliorera le taux d'occupation de la structure d'accueil. Alors, c'est très dit de façon très cynique, mais encore une fois, ça peut être aussi une réalité quand il est nécessaire aussi pour les associations de garantir qu'il n'y a pas de vacances de place. Alors, pardon pour ce retour sur le débat précédent. Sur les effets, bien les effets, bon, pardon pour cette comparaison très simpliste, mais si vous commencez une course à pied avec une ampoule au talon, ça ne va pas s'arranger pendant la course à pied. Mais malheureusement, alors, pardon pour cette comparaison qui est sans doute très triviale, mais pour une femme ou des femmes qui se retrouvent en errance résidentielle, pour reprendre cette expression-là, ça ne va pas s'arranger. C'est-à-dire que les violences qui ont pu être connues et qui ont généré un exil vont être poursuivies, voire même amplifiées. Hier ou avant-hier, j'ai échangé avec la responsable d'un CADAC Forum Réfugiés gère dans le Var, où il y a des places dédiées pour les femmes victimes de violences. Elle me faisait part de 2 situations très concrètes de femmes qui ont quitté leur pays parce qu'elles subissaient des violences sexuelles, des violences en général et des violences sexuelles en particulier. Et une fois arrivées en France, n'ayant pas d'hébergement, pas de solution d'hébergement, l'une parce qu'elle n'a pas pu être orientée correctement vers une demande d'asile, l'autre parce qu'il n'y avait pas de place disponible, eh bien les 2 se sont retrouvés dans des situations de violence subies à nouveau, ou de traite des êtres humains, qui était évoqué dans la vidéo tout à l'heure, c'est-à-dire un monsieur qui va proposer un hébergement très gentiment, et bien entendu qui à un certain moment demandera des contreparties, ou une dame ou un couple qui va proposer un hébergement gratuit, puis qui au bout d'un certain temps va dire il faudrait peut-être rendre tel service, s'occuper des enfants, faire la vaisselle et ainsi de suite. Voilà, donc 2 exemples très concrets, et pour les 2, des situations où il fallait trouver des ressources, et pour trouver des ressources, eh bien ça a été la prostitution, pour l'une qui ne l'avait pas connue dans le pays où elle était auparavant, et pour l'autre qui retrouvait ce qu'elle avait subi dans le pays qu'elle avait dû quitter, entre autres pour cela. Donc voilà, il y a cet effet de poursuite, voire d'amplification des violences qui ont pu être subies. L'autre conséquence, et on y revient, c'est la question de la santé. C'est-à-dire comme les conditions matérielles, les aspects administratifs sont extrêmement prégnants, prennent du temps et de l'énergie à ces femmes qui doivent trouver des solutions pour vivre, voire survivre. Et si elles sont avec des enfants, le problème est encore amplifié. L'accès aux soins est totalement négligé. Et puis, plus durablement, cela va amplifier également des freins que ces femmes vont connaître dans la suite de leur parcours. Et notamment, entre autres, pour celles qui vont bénéficier d'une protection, qui vont avoir le statut de réfugié,
qui vont se retrouver dans des parcours d'intégration comme le programme Agir, que je suppose beaucoup d'entre vous connaissent, mais où elles vont être en difficulté, soit parce qu'il y aura à nouveau, où il y aura eu l'amplification des situations de violence, parce qu'il y aura des problèmes de santé psychiques, parce qu'il y aura, je ne veux pas dire le problème des enfants, ce n'est pas un problème, mais une question ou une difficulté d'accès notamment à l'emploi, parce que se pose la question de la garde des enfants, et puis des problèmes qui peuvent être liés aussi au fait que, je dirais qu'un certain retard, je ne sais pas comment le dire, aura été pris dans l'accès, par exemple, à la maîtrise du français, si cela est nécessaire, ou à certaines compétences en matière de formation. Donc cette situation de difficulté rencontrée dans l'hébergement dès l'arrivée de ces demandeuses d'asile vont se retrouver de façon amplifiée dans la suite de leur parcours, y compris quand elles obtiennent le statut de réfugié, une protection qui leur permet d'accéder à un certain nombre de droits et de dispositifs d'accompagnement. Donc je dirais c'est une épreuve au long cours qui se poursuit à cause de cette situation initiale de difficulté d'accès à l'hébergement, ou d'impossibilité même d'accès à l'hébergement dès leur arrivée. Merci. Merci de rappeler effectivement cette réalité des difficultés d'accès aux conditions matérielles d'accueil, ce qui pose aussi voilà, cette question de la différence du parcours tel qu'il est vécu par des personnes qui sont hébergées au sein du dispositif national d'accueil et des personnes voilà, qui n'y ont pas accès, et notamment en termes d'accès à l'information. Voilà, on sait que quand on n'a pas accès au DNA et qu'on est notamment suivi en SPADA, il est plus difficile d'avoir accès à une information fiable, ce qui peut notamment compliquer la préparation de sa demande d'asile, notamment pour la fonder sur le genre. Donc ma question, elle est pour vous, Muriel Hidari, sur voilà, ce que l'OFII propose pour compenser cette inégalité d'accès à l'information entre personnes en demande d'asile. Donc tout d'abord, je trouve qu'il est important de rappeler que tous les demandeurs d'asile et les demandeuses d'asile bénéficient d'un accès à un accompagnement et un droit à la domiciliation, donc y compris ceux ou celles qui ne sont pas hébergés dans le DNA, ceux ou celles qui ont refusé une proposition d'hébergement et ceux ou celles qui ne remplissent pas les critères d'éligibilité aux conditions matérielles. Et donc pour tous ces publics non hébergés dans le DNA, cet accompagnement social, juridique, il est assuré sur l'ensemble du territoire par les SPADA via des travailleurs sociaux. Et donc il doit être réalisé de la même manière que dans les centres d'hébergement. Cela comprend, entre autres, donc l'accompagnement dans l'accès aux droits sociaux, mais également dans l'accompagnement dans les démarches qui sont relatives à la demande d'asile, et donc l'aide au récit notamment. Les SPADA, elles sont soumises à un marché public avec l'OFII, et au terme duquel elles doivent garantir cette information sur la procédure d'asile et les motifs qui peuvent être fondés et qui peuvent fonder le besoin de protection internationale. Et donc, dans le cadre des missions des SPADA et dans leur cahier des charges, il y a une obligation qui est de signaler à l'OFII dès le premier accueil, donc même avant le passage au GUDA, toute vulnérabilité ou qui nécessite une prise en charge particulière dans le DNA. Donc c'est bien pour cette raison que les SPADA, généralement, sont signataires également des chartes multipartenariales que j'ai évoquées précédemment, parce qu'elles ont une obligation donc d'information, d'accompagnement et de détection. Et donc l'OFII œuvre précisément au quotidien pour que l'ensemble des demandeurs et des demandeuses d'asile sur l'ensemble du territoire, hébergés ou non hébergés, bénéficient d'un égal accès à l'information et à l'accompagnement. Merci. Très bien. Peut-être pour continuer notre réflexion sur cette question des effets de cette difficulté d'accès à l'hébergement,
Vanessa Benoît, au SAMU Social, vous documentez les effets de ces parcours résidentiels instables et compliqués, notamment autour de la question de l'hébergement chez des tiers, puisque comme on l'a vu dans la vidéo qui a été projetée avant notre table ronde, c'est une solution d'hébergement qui est fréquemment utilisée par les personnes, et notamment, mais pas seulement évidemment, les personnes en demande d'asile qui ne bénéficient pas d'un hébergement au sein du dispositif national d'accueil. Voilà, je sais que vous avez une étude en cours sur cet hébergement chez les tiers. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus, nous présenter les premiers résultats, même si je précise que c'est une étude qui en est à ses débuts? Alors c'est un peu plus que les débuts, hein. Les résultats complets seront disponibles, j'espère, en 2026, mais je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous les premiers résultats. L'hébergement chez les tiers, c'est un peu un continent, c'est un peu un angle mort, je pense, j'allais dire un continent inconnu. C'est un peu un angle mort des politiques publiques, parce qu'on a tendance à se dire, ils sont hébergés chez des gens qui connaissent, ça va, là, c'est géré, quoi. Bon, en réalité, quand notamment les professionnels voient bien que ça a tout un tas d'effets délétères et que c'est pas forcément une bonne solution. Donc c'est pour ça qu'on a voulu travailler dessus, hein. Il y a des éléments dans la statistique publique qui permettent à peu près de chiffrer. Ils sont assez anciens maintenant, mais il y a très peu d'éléments qui permettent vraiment de comprendre de quoi on parle, quel rôle ça joue dans la trajectoire des personnes et à quoi ça ressemble. Donc l'Observatoire du SAMU social de Paris est en train de terminer une étude qui aura donc il y a eu une phase quantitative qui a été menée avec l'ensemble des 115 de la région Île-de-France, donc une enquête auprès des personnes pour comprendre si elles avaient été hébergées chez des tiers et à quoi ça ressemblait. Et ensuite, une deuxième phase plus qualitative pour mieux comprendre à quoi ressemblait cet hébergement et quel rôle il a joué. Et donc, les premiers résultats que je peux partager avec vous aujourd'hui, moi, je les trouve hyper intéressants. D'abord, l'hébergement chez les tiers apparaît vraiment comme une étape presque incontournable de tous les parcours d'errance. Il y a un moment ou un autre où les personnes ont été hébergées par des connaissances ou par des inconnus. Et il y a il y a un lien, en fait, avec le fait de se retrouver sans abri. Soit vous vous retrouvez sans abri et sans domicile parce que vous aviez un hébergement chez tiers et il n'a plus tenu, vous avez été mis dehors. Ça, c'est une première solution. Ou alors, vous êtes dehors, vous essayez d'appeler le 115, vous essayez de trouver un hébergement par vous-même, vous n'y parvenez pas, et donc vous acceptez un hébergement qui vous est proposé. Donc ça peut fonctionner dans les deux sens. Donc premier résultat, c'est massif, ça fait partie des parcours, mais ça reste largement invisible. Deuxième résultat, et là pour moi c'était plus surprenant, je m'imaginais que c'était beaucoup plus répandu pour les femmes, en fait. D'ailleurs, comme quoi on a des idées toutes faites, hein, je me disais, c'est sûr, les femmes se voient beaucoup plus souvent proposées et ont beaucoup plus souvent recours à un hébergement chez des tiers. Ce n'est pas ce que montre notre enquête pour le moment. Elle montre que c'est à peu près équivalent entre les hommes et les femmes, mais que les femmes vont beaucoup plus souvent que les hommes être hébergées par des gens qu'elles ne connaissent pas. Et donc c'est là qu'on a quelque chose à explorer, c'est ce qu'explore la phase qualitative, le fait d'être hébergé par des gens que vous ne connaissez pas du tout. Qu'est-ce que ça produit sur vos parcours? Est-ce que c'est un facteur de risque supplémentaire? Est-ce que c'est un facteur de violence supplémentaire, de travail forcé, de toutes les formes d'exploitation qu'on a décrites? Et qu'est-ce que ça implique sur vos conditions de vie? Voilà, donc à lire quand l'étude sortira. Merci. Oui, on lira ça. Clélia Gasquet-Blanchard, vos travaux récents parlent aussi de ces conséquences de l'errance résidentielle sur les parcours individuels des femmes exilées. Vous nous parliez un peu tout à l'heure de cette question des relations entre la précarité et l'habité. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Oui, je peux en parler sur les questions de santé, ce que ça fait, précarité et hébergement et errance sur les états de santé. Peut-être revenir juste sur la question de l'hébergement chez les tiers dans le réseau dont on s'occupe. C'est 42% des hébergements, la file active qu'on suit, pour 42% des femmes qu'on accompagne, elles sont hébergées chez des tiers, avec le fait particulier que dans un état de grossesse, quand vous hébergez quelqu'un qui est enceinte, c'est une personne, mais quand elle accouche, c'est deux. Et c'est pas pareil d'héberger une femme enceinte et d'héberger une femme enceinte avec un nouveau-né qui tète toutes les heures et qui se réveille toutes les 2 heures.
Mais du coup, je me permets juste de compléter, Clélia, c'est que on s'est documenté au 115 que le fait d'avoir été enceinte et d'avoir accouché, ça fait partie des choses qui causent une rupture de l'hébergement chez tiers. Donc on se retrouve sans domicile parce qu'on a eu un bébé. Exactement, merci. Voilà, c'était la conclusion de... Merci Vanessa pour cette conclusion. Non, mais c'est très bien. Par ailleurs, je me disais aussi, pour revenir aussi sur ce que vous disiez, on a, nous, 50% des femmes qui pourraient bénéficier de leurs droits, dans celles qu'on accompagne, qui n'ont pas leurs droits ouverts. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas connaissance des dispositifs. Et ça pose question parce que justement, cette errance, l'hébergement chez des tiers, la domiciliation n'est pas ouverte non plus. On a énormément de femmes qui ont des droits et qui ne bénéficient pas de leurs droits. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur ce qui a été dit. Et maintenant, pour répondre à la question, donc, c'est documenté dans la littérature scientifique, par des études de terrain. La grossesse en situation de rue, ça conduit à une situation de grossesse à risque, notamment en raison d'un plus faible recours aux soins, parce que justement, on peine à connaître ses droits, on ne va pas y accéder. Et la première conséquence observable, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les équipes de Périnat, de l'INSERM, qui travaillent sur les grosses enquêtes périnatales annuelles. La précarité maternelle, c'est associé à une insuffisance de suivi de grossesse. Et le risque de mauvais suivi de grossesse, il est multiplié en l'absence de couverture sociale par un facteur qui passe de 4 à 40. Et ça, c'était montré dans l'ENP, donc Enquête nationale Périnat, en 98. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas comme si on le savait pas. C'est vraiment central et ça fait longtemps que c'est documenté. Donc, les situations d'errance, elles empêchent le bon déroulement de la grossesse, particulièrement donc, dans ces contextes d'errance résidentielle, où en fait ces femmes elles sont confrontées vraiment à de l'hypermobilité, et donc ça va impliquer des prises en charge contraintes pour tout le monde. Alors, pour venir directement sur ce qu'elles peuvent vivre, en 2021, Médecins du Monde, ils avaient fait une étude sur l'habitat instable, indigne, informel, insalubre, donc c'est les 4 I. Et ce qui montrait, en fait, c'est que ces formes d'habitat, ça participe à engendrer de l'inquiétude, du stress, de l'angoisse. Je vous rappelle, le stress, c'est vasoconstricteur. C'est-à-dire que pour une femme enceinte, ça veut dire des moins bons échanges entre le fœtus et la mère. Donc ça fait des enfants prématurés, ça fait des enfants de petits poids, enfin ça a des conséquences directes. Ça a été montré pour les femmes qui vivent dans des pays en guerre. Il y a quand même des études maintenant en épigénétique qui montrent que la période fœtale, elle peut avoir un impact derrière sur quels enfants vont grandir et dans quels états de santé. Donc, ce n'est pas que la santé de la femme, en fait, c'est la santé des générations à venir qui est déconsidérée dans ces questions. Donc, elles souffrent plus, elles ont du mal à dormir, elles ne sont pas tranquilles, elles sont épuisées psychiquement. On a une étude commune en ce moment avec l'Observatoire du SAMU social de Paris sur repères et notamment une thèse sur les liens entre errance résidentielle et dégradation des états de santé. Et en fait, on voit que la santé psychique de ces femmes est extrêmement mauvaise. L'enquête en femmes, vous l'aviez montré aussi, l'Observatoire du SAMU social en 2018 déjà. Il y avait une dégradation de ces états de santé pour ces femmes, et notamment elles déclarent peu leur grossesse parce qu'elles se rendent même pas compte qu'elles sont enceintes, parce que quand on est mobilisé sur et donc si on souhaitait avorter, en fait, on est hors délai parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on était enceinte. Donc on accompagne aussi les femmes vers l'IVG, mais en fait souvent elles arrivent trop tard. Nous on les voit, elles sont à 20 semaines. Donc c'est très très compliqué de pouvoir aussi les accompagner vers leurs droits fondamentaux, et notamment celui de l'IVG si elles le souhaitaient. Et donc dans la file active du réseau, on a 25% des femmes qui sont réhospitalisées pendant leur grossesse, 23% qui ont un état de santé qui est réellement altéré, avec des utérus multicicatriciels, polymyomateux, risque de nécrobiose augmenté pendant la grossesse, hépatite B, diabète de type 2. Donc essayez, en vivant à la rue, de faire suivre votre diabète insulinodépendant. L'insuline, ça se met au frigo. À la rue, il n'y a pas de frigo. Il y a des toilettes publiques, encore des bains-douches, mais il n'y a pas de frigo. Donc c'est très très compliqué. 30% d'entre elles vont connaître donc des complications médicales durant leur grossesse.
enfants de petit poids, prééclampsie, diabète gestationnel. On a un taux de césarienne qui est de 36% quand il est de 20% en population générale, et on a un taux de prématurité qui est de 13,5% quand le taux national est de 7%. Donc il y a, très concrètement, on peut le documenter, une dégradation des états de santé et de la mère et du nouveau-né. On a régulièrement des morts fœtales in utero. On a eu un décès maternel en 2023. Et là, on est en train de voir émerger, notamment en raison du non-accès aux droits des enfants nés sur le territoire, alors même que n'importe quel enfant né sur le territoire peut avoir droit à des soins de santé. On a une mortalité infantile, notamment liée là, à de la bronchiolite, parce qu'en fait, le vaccin contre la bronchiolite coûte 400 € et que pour des enfants qui n'ont pas de droit ouvert, on ne va pas les vacciner à 400 €. Et donc, on a des nouveau-nés morts de bronchiolite parce qu'ils n'ont pas eu leur dose de Beyfortus. Peut-être, j'ai encore 3 secondes ou pas? Ok. Sur les états dégradés aussi, donc de santé psychique, bon, enfin, voilà, vous le savez, ça a été ça a été beaucoup dit dans le débat public. Maintenant, la première cause de mortalité, c'est le suicide maternel. Mais chez les femmes, notamment exilées et notamment pauvres, c'est pas le suicide maternel la première cause de mortalité. Ce que montre l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles, c'est que si maintenant c'est la première cause de mortalité maternelle, c'est le défaut de soins et les soins sous-optimaux qui sont la première cause de mortalité pour les femmes immigrées et pour les femmes pauvres. Donc ça pose aussi la question de comment on accueille ces femmes, et ça repose la question de est-ce qu'on est sur une crise de l'hébergement, est-ce qu'on est sur une crise de l'accueil, enfin, voilà, est-ce qu'on repose les mêmes questions qu'en 2016-2017 notamment parce que ce qu'a montré une très belle enquête, je crois que c'était encore avec vous, vous étiez dans l'enquête des Saphirs, non ? Alors, ce qu'a montré l'enquête des Saphirs, je n'arrête pas de citer les travaux des équipes de Vanessa. Ce qu'a montré l'enquête des Saphirs, qui était une enquête sur les violences que vivaient les femmes qui vivent à l'hôtel, ce qu'elles déclarent dans les violences subies, ces femmes, à l'hôtel, au 115, c'est que un quart d'entre elles déclarent des violences vécues dans le pays d'origine. Donc, elles partent de leur pays parce qu'elles vivent des violences. Un quart d'entre elles déclarent des violences vécues sur la trajectoire migratoire. Et là, on a tous les images de la traversée de la Méditerranée, du Sahara, tout ce que vous voulez. La moitié des femmes déclarantes dans cette enquête déclarent les violences vécues dans le pays d'accueil, c'est-à-dire la France. Donc là, on a aussi quelque chose du débat à rouvrir dans le débat public sur comment on est en train d'accueillir ces publics. Et je conclue là-dessus pour ne pas manger trop de temps, parce que vous voulez peut-être réagir. Est-ce que vous voulez réagir ? Non ? Ouais. C'est effectivement super pour montrer ce lien qui est très étroit entre ces questions de santé qui feront l'objet de notre prochaine table ronde et cette question de la crise de l'accueil, de la crise de l'hébergement. Donc merci beaucoup pour ces précisions. Si vous n'avez pas de choses à rajouter, non ? Je vous propose qu'on passe aux questions à la salle. Et peut-être qu'avant, on peut regarder le dessin de Colline, si tu es prête. Ouais. Je laisse le... Et donc, pour les questions à la salle, je ne sais pas, pour les micros, il faut que je les donne. Ouais. Voilà. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que Colline continuerait à la fin de son dessin pendant le temps de questions. Ouais, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Je voulais juste reprendre avec vous, Madame de Lofi, parce que vous disiez qu'il y a le même traitement pour les personnes qui sont hébergées en CADA, enfin suivies par le CADA, et les gens qui sont... accompagnés par les permanences en SPADA. Est-ce que vous pouvez reprendre ça ? Oui, je parlais du suivi, en tout cas du droit à la domiciliation et de l'aide au récit concernant la demande d'asile, le dépôt de la demande d'asile auprès de l'OFPRA. Les SPADA et
Les centres d'hébergement sont gérés par les mêmes opérateurs, des travailleurs sociaux qui ont les mêmes formations et qui sont supposés fournir le même accès à l'information et le même accompagnement concernant la demande d'asile et le dépôt de la demande d'asile auprès de l'OFPRA. Il me semble qu'il y a quand même un peu plus de gens qui transitent par les SPADA. Ouais. Peut-être que en CADA. Oui, bien sûr, mais... Non, ouais. Ah oui, si, c'est bon. Juste pour rappel de chiffres, à titre d'exemple, à la SPADA de Paris, mais qui est évidemment la plus fréquentée, on a une file active, si je ne me trompe pas, de 22 000 personnes. Et en CADA, il me semble qu'on est plus, de manière générale, autour de 300 personnes dans une file active classique. Oui, il y a une différence de flux, bien sûr, mais il y a des cahiers des charges avec des ETP qui sont spécialisés. Il y a un nombre d'ETP en fonction des personnes accompagnées. Et donc, à la SPADA de Paris, il y a un nombre d'ETP en fonction du flux. Et au CADA, où il y a 300 personnes, il y a un nombre d'ETP en fonction du flux de personnes accompagnées. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. À Transpada, ça va être une permanence. Alors qu'en CADA, ça va être plutôt du suivi, c'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, l'accès à l'information est supposé être le même, la qualité est supposée être la même, mais bien sûr, une personne hébergée a un suivi, a des facilités qui ne sont pas niées du point de vue de l'OFII. On en est conscient. Mais l'objectif, avec le marché public que l'OFII a mis en place avec les SPADA, c'est d'harmoniser les pratiques, c'est d'uniformiser l'information et l'accès aux informations. Si je peux prendre la parole, je suis la directrice de la SPADA de Paris. Je suis là. Alors oui, effectivement, il y a un cahier des charges. Je vous remercie de défendre le travail fait en SPADA, c'est gentil. Si on pose juste des chiffres comme ça, nous, à la SPADA de Paris, alors merci Judith, hein, on est à 16 000 maintenant, on a un peu baissé. On a 30 travailleurs sociaux. Dans les CADA de France Terre d'Asile, je crois que la norme, c'est de 1 travailleur social pour 15 hébergés. Peut-être un peu plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas pas 20. Donc, il est bien évident que l'accompagnement, il ne peut pas être le même. On n'a pas les mêmes, on n'a pas le même temps à disposition. On n'a pas non plus l'opportunité de revoir le même demandeur d'asile plusieurs fois pour travailler son récit. Enfin, c'est l'accompagnement, même si on met le plus d'efforts possible, qu'effectivement nos travailleurs sociaux ont les mêmes formations, etc., il ne peut pas être le même. Enfin, forcément. Voilà. Je ne sais pas si je peux garder le micro. J'avais une question, bien sûr. Je remercie Monsieur le Directeur Général de Forum Réfugiés d'avoir rappelé les 40% de personnes sans CMA. Parce qu'en fait, effectivement, le problème, il est là. Il est sur les femmes à la rue qui n'ont pas droit au CMA. Celles qui ont les CMA, effectivement, l'OFII est là. On a le référent vulnérabilité qui est là. On arrive à avoir des orientations adaptées le plus souvent. Le problème, c'est pour toutes celles qui n'ont pas les CMA et où elles sont juste des femmes, en fait. Elles n'ont pas une vulnérabilité particulière, elles n'ont pas de suivi médical, etc. Et alors, je suis ravie de savoir que le nombre de places dédiées aux femmes victimes de violences va augmenter un petit peu en 2026, mais au-delà de ça, le nombre de places globales est plutôt en diminution et c'est plutôt inquiétant. Et je voulais savoir si l'OFII avait une petite lueur d'espoir de ce côté-là. Voilà, merci. Je vous confirme que l'OFII partage le constat que les places DNA manquent. L'OFII se bat pour avoir une augmentation des capacités DNA, mais avec les contraintes budgétaires que tout le monde connaît, l'OFII n'est pas décisionnaire et l'OFII n'est pas le financeur des places. On a pu réussir à obtenir les 50 places pour 2025, pour fin 2025, mais effectivement, actuellement, les dispositifs, en tout cas le DNA, affiche un taux d'occupation de 98,3%. À date, aujourd'hui, nous avons 700 places vacantes avec 18 places femmes vacantes. Et donc... l'objectif, c'est d'orienter. Notre objectif premier, en tout cas, l'OFII, et j'imagine que tous les opérateurs qui sont là également, c'est d'orienter collectivement et d'accompagner les demandeuses et les demandeurs d'asile. La volonté est là, mais les moyens doivent suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas, ne soyez pas timide, on a le temps. Oui, le temps que des questions se révèlent, je vais
apporter aussi deux informations complémentaires. D'une part, oui, je confirme l'engagement de l'Office sur la création de places dédiées et récemment, notamment de son directeur général adjoint. Mais c'est vrai qu'on est très certainement largement en dessous de ce qui serait nécessaire. Une note d'espoir aussi, c'est quand même du côté de la protection, de la reconnaissance du statut de réfugié. Il y a eu une forte progression du taux de reconnaissance des femmes en demande d'asile, donc de reconnaissance du statut de réfugié, qui est supérieur à celui des hommes, mais en tout cas qui est en forte progression. Et de nombreuses décisions de justice ont mis en exergue le fait que alors, encore une fois, c'est pas être une femme égale être vulnérable, ça ne doit pas être un raccourci aussi bref que celui-là, mais d'une prise en compte quand même de situations particulières, notamment liées aux causes d'un exil et à tout ce qui a pu se passer dans la suite du parcours d'exil et violences auxquelles les femmes sont malheureusement particulièrement exposées. Et je ne reviens pas sur des chiffres que vous avez pu citer. Donc voilà. Et récemment, même la Cour de justice européenne a rendu un arrêt en 2024, l'arrêt WS, alors je m'en souviens parce que ce sont mes initiales, mais qui mettait en avant quand même le fait que pratiquement de reconnaître les femmes comme un groupe social, en tout cas, pour lequel il pouvait y avoir, a priori, des situations qui généraient une présomption de nécessité de protection. Voilà, je ne le dis peut-être pas dans les termes tout à fait exacts de ce que la Cour de justice a pu utiliser, mais voilà, c'est un point important qu'il ait une attention, en tout cas plus nette, au niveau de la protection pour ces publics-là, en considérant que malheureusement, parfois, le fait d'être une femme, dans certains pays, dans certaines situations, exposait presque systématiquement à des violences et une nécessité d'exil. Merci. Il y a une question. Merci. Bonjour, moi je suis Marie Villard de la Fédération nationale des CIDFF, donc les centres d'information pour les droits des femmes. Donc on fait beaucoup d'accès aux droits pour les femmes et d'accompagnement des femmes victimes de violences, mais pas d'hébergement du tout. Donc on travaille beaucoup aussi avec des structures qui proposent de l'hébergement en complément. Sur cette question de la vulnérabilité, donc c'est plus une question juridique, il me semble quand même que la façon dont la Cour nationale du droit d'asile s'est emparée de cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne était quand même assez décevante. Enfin, qu'en tout cas, ça a été une application très fragmentée, très pays par pays, avec des conditions qui restent quand même très élevées, enfin un seuil, encore une fois, très élevé pour établir la vulnérabilité. Et voilà, c'est une question qui se pose assez régulièrement aussi dans la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile, donc qui vient aussi, alors pas sur la question de l'hébergement, mais pour la reconnaissance du statut de réfugié, c'est aussi, ou de la protection subsidiaire d'ailleurs, c'est aussi la question de toujours qui serait la femme migrante suffisamment vulnérable pour pouvoir obtenir des droits en France, en fait. Et du coup, je m'interrogeais, parce que c'était une question, effectivement, quand on n'est pas spécialiste de l'hébergement, on entend beaucoup que les femmes pas enceintes, pas mères, ont un accès beaucoup moins... et ont un accès encore plus contraint et encore plus entravé à l'hébergement. Vous avez évoqué, donc... la priorité numéro 1, enfin le critère numéro 1, donc, qui était d'être enceinte de plus de 7 mois ou être accompagnée d'un enfant de moins de 3 mois. J'aurais quand même voulu savoir par curiosité du coup quels étaient les autres critères qui permettraient d'établir donc ces sous-niveaux de vulnérabilité et comment ça se traduisait en pratique. Enfin, vous avez dit que vous passiez jamais en fait le seuil, qu'en fait celles qui n'étaient pas dans la priorité 1 n'étaient jamais là, donc j'aurais voulu savoir ce qu'il en était. Alors, je vais vous citer ça de mémoire, mais il y a un arrêté du préfet qui date de fin 2024, si je ne me trompe pas, de décembre 2024, avec une annexe qui définit les 4 niveaux de priorité. Donc, le deuxième de mémoire, c'est avec des enfants de moins de 3 ans, quelque chose comme ça. Le troisième, il reprend les situations de handicap, les situations de maladies chroniques, de santé. Et le 4, c'est toutes les autres familles. Voilà. Je me permets d'insister sur ce point-là encore, alors au-delà de la situation particulière des femmes enceintes ou non, mais c'est vrai que on est encore beaucoup sur des critères qui se veulent objectifs et qui le sont sans doute, de dire une femme enceinte ou pas enceinte, mais d'en conclure
automatiquement vulnérabilité ou non-vulnérabilité, je pense que ça va être insuffisant. Et il y a sans doute deux enjeux pour en rajouter par rapport à ceux que j'évoquais en début de table ronde. Il y a celui, encore une fois, d'une meilleure définition, hein, je l'évoquais déjà, des critères de vulnérabilité, et pas simplement sur telle personne est ou n'est pas vulnérable, mais telle personne présente des éléments de vulnérabilité qu'on est capable de bien identifier pour avoir des réponses totalement adaptées à ces situations-là, même si on peut arriver à un moment donné sur du sur-mesure difficile à gérer, mais c'est ce que les professionnels ou bénévoles dans le dispositif d'accueil font au quotidien, d'adapter leur accompagnement aux situations et aux particularités de ces situations-là. Le deuxième point, il est aussi sur le repérage et l'identification, c'est-à-dire en amont, tout à l'heure, vous évoquiez la prévention. En SPADA, par exemple, comment on identifie. Alors, le docteur Kouani est, je crois, cité dans un document. Voilà, il est en train de conduire encore un travail, et notamment auprès de certaines SPADA de forme réfugiés, mais sans doute d'autres associations. Mais pour être capable de mieux identifier, de mieux repérer en amont les situations alors de traite des êtres humains, de risques d'exposition à des violences. Et là, je pense qu'il y a pas mal de progrès à faire. Et actuellement, l'Europe, hein, entre autres, mais en tout cas, a initié un certain nombre d'actions et de programmes. Forum Réfugiés est actuellement avec d'autres associations, je crois grecques et espagnoles, sur un travail de création d'équipes mobiles, en tout cas de voir comment des équipes mobiles pourraient être créées pour accompagner et aider les professionnels dans une meilleure identification, détection de ces dites vulnérabilités et des besoins qui pourraient être mis en œuvre pour y répondre au mieux. Mais je pense qu'il y a encore un chantier très important dans ce domaine. Et juste si je peux ajouter, donc encore une fois, les critères de priorité, s'ils ont une légitimité, c'est celle d'organiser la file d'attente. C'est pas celle de devenir des critères d'éligibilité. Donc là, il y a un glissement. Enfin, dans la pratique, c'est devenu des critères d'éligibilité. Donc pour moi, c'est extrêmement gênant, c'est extrêmement problématique. Donc voilà, on est aussi en période électorale, on le sera encore pendant un moment. C'est des choses qui devraient être plus présentes dans le débat public, en fait. Tous, chacun, association, organisation, on applique le cadre réglementaire et légal tel qu'il existe. On a aussi le droit, en tant que citoyen, de pointer ses limites et de dire que là, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et la deuxième chose, c'est que là, à cette table ronde, on parle d'accès à l'hébergement. Alors, en réalité, d'accès à l'hébergement pour des femmes exilées, et puis moi, à chaque fois, je parle de l'hébergement plus globalement. Plus les gens passent de temps dans l'hébergement, moins ils ont de sorties en aval, moins, en fait, ça fait de fluidité qui permet d'accueillir les personnes en amont. Donc, le sujet dont on n'a pas parlé ici, mais je pense qu'il dépasse celui de la table ronde, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que les personnes passent le moins de temps possible en hébergement, que ce soit vraiment juste le filet de sécurité qui vous récupère, qui vous convoie jusqu'à la solution pérenne dont vous avez besoin, et hop, ça permet d'accueillir de nouvelles personnes sans ces systèmes de priorisation, de tri et de file d'attente. Et ça pose peut-être effectivement la question du statut administratif et donc de manière plus globale voilà, de ce traitement administratif qui est fait des personnes exilées et de la manière dont ça les contraint à rester dans ce système de l'urgence. Je crois qu'il y avait une question, j'ai vu une main. Ouais. Oui. Patricia Thierry, en disponibilité, je veux dire. Merci en tout cas déjà pour la qualité de ce débat. Ma question s'adressera à qui voudra y répondre. Madame Benoît, vous avez évoqué effectivement le contexte d'élection qui va être dans peu de temps et cette ambiance en tout cas de discours, de rejet, de refus. Justement, dans le travail que vous faites, est-ce qu'il y a une part de plaidoyer que vous faites à la fois auprès des autorités en place et celles peut-être à venir dans les mois ou les années à venir, et auprès du grand public pour faire comprendre effectivement que la réalité est différente de certains discours et qu'il y a une prise en compte qui doit être faite notamment sur la protection. La santé l'a été largement évoquée, mais c'est aussi une question sociale et plus largement. Donc, est-ce que ce travail justement de sensibilisation peut se faire et est-ce qu'il y a quelques espoirs? Merci. Oui, je peux me lancer, puis je pense que chacune d'entre nous pourra vraiment compléter, parce que ça fait vraiment partie, je pense, de ce que nos associations portent, c'est-à-dire agir, certes,
mais il faut aussi dire et parler. Et Vincent, directeur général de France Terre d'Asile, le sait bien, on se retrouve parfois ensemble, ou séparément, mais on essaye le plus souvent ensemble, à plaider, à dire alors ce qui va, parce qu'il y a des choses qui avancent, mais aussi de pouvoir analyser les insuffisances, mais aussi proposer les améliorations possibles. Et actuellement, par exemple, on sait qu'il y a des enjeux extrêmement importants qui sont en train de se nouer, dont on ne connaît pas toutes les issues, autour du pacte européen sur l'asile, et voilà, qu'on a analysé ensemble d'ailleurs, et dont on a pointé les risques pour les personnes en demande d'asile, dont les femmes forcément. Mais en tout cas, ce travail de plaidoyer, voilà, nous le portons le plus fortement possible, et sans doute faudrait-il encore être plus fort, mais nous le portons surtout beaucoup ensemble, parce qu'on sait que c'est dans ce travail commun, dans cette démarche commune, qu'on peut être un peu plus entendu. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on est là. Je pense que le plaidoyer, il est indispensable pour nous tous, c'est-à-dire qu'il faut agir, mais il faut aussi dire les choses. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rappelé la loi. Quand même, le plaidoyer, c'est rappeler la loi. Okay. On a dit qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas très bien dans les politiques publiques. C'est pas que les gens font pas d'efforts, c'est pas qu'il y a pas des gens qui réfléchissent et qui essayent pas d'améliorer les choses. C'est vrai. Il y a des choses qui s'améliorent et on fait tous des efforts, mais ça ne suffit pas et parfois on produit des effets délétères et ça, il faut les convaincre. Et troisièmement, il y a vraiment un sujet central qui peut-être vous frappe tous aussi, mais moi quand j'entends souvent les élus ou les débats médiatiques sur la pauvreté, sur les personnes étrangères, je ne sais pas de qui ils parlent en fait. Et pourtant, moi je travaille tous les jours avec les pauvres et les étrangers et je les entends parler de gens, mais je ne sais pas où ils les ont rencontrés. Donc il y a un vrai sujet sur les représentations des personnes avec qui nous travaillons. Et donc ça, si nous, on lève pas la voix pour dire voilà avec qui je travaille, voilà les difficultés que je rencontre, tous les chiffres et tout ce qu'il y a de sensible derrière tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, si nous on le fait pas, qui va le faire ? Donc voilà, nous, vous, tout le monde. Merci à tous les deux. Je complète du coup. Alors, moi, j'ai parfois une casquette de chercheuse, parfois une casquette de directrice de santé. Donc, selon, en parlant avec mes tutelles, en parlant avec mon bureau, puisque Vanessa Benoît est au bureau du réseau Solipam, en fait, selon la casquette qu'on prend, on va pouvoir dire certaines choses, parler à telles institutions et du coup porter des questions de plaidoyer. Mais après, en tant qu'enseignante aussi, parce que à l'université, on forme aussi, et particulièrement à l'école des hautes études en santé publique, on a les médecins de l'éducation nationale, les médecins de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale qui vont travailler, qui vont être les fonctionnaires qui vont appliquer les décisions de l'État. Donc là aussi, on a toute une mission à mener de sensibilisation sur ces questions. Comment en fait on s'informe aussi sur, comment on peut discuter aussi entre associations et institutions, parce que nous on a souvent ces débats aussi, et notamment sur les questions de santé, oui, l'hôpital public ne prend pas telle ou telle charge, critique des associations versus critique des associations. Bah oui, mais les associations, elles peuvent faire du plaidoyer, mais enfin, il faut voir ce que nous, on se fade à l'hôpital public. Voilà. Donc ces débats, ils sont compliqués parce qu'en fait, il y a quand même aussi des replis, et parce qu'il y a des stratégies qui sont liées on va pas faire le débat sur le New Public Management et ce qui se passe dans les services publics en ce moment. Mais au contraire, il faut peut-être se dire que y a un dialogue à tenir, et sur la connaissance des dispositifs, des choses à porter aussi du haut vers le bas, écouter aussi la base et le terrain dans la définition de l'action publique par les politiques publiques, et puis de se parler aussi entre services. Nous, ça nous est arrivé au sein de ce réseau de santé d'aller dans une maternité pour parler au service social, puis parler aux sages-femmes. Et en fait, le service social et la maïeutique ne se parlent pas. Et là, en fait, on se dit, il y a quand même aussi des problèmes dans l'institution. Il y a une enquête très récente sur la connaissance des PASS par les médecins de la PHP. 60% des médecins de la PHP ne savent pas ce que c'est une permanence d'accès aux soins de santé. Donc on a aussi un problème les personnes ne connaissent pas l'information, mais aussi parce qu'en fait les agents ne connaissent pas l'information, mais parce qu'ils sont débordés. Et donc je pense que le plaidoyer qu'on peut porter, c'est aussi se dire,
c'est pas que les gens veulent pas bien faire leur travail ou pas bien accompagner, mais c'est être aussi un petit peu sensible avec les personnes qui sont sur le terrain et qui accompagnent ces personnes, parce que une assistante sociale à la PHP, c'est 9 mois d'espérance de vie, sur pré-professionnel, j'entends. Voilà, j'allais le compléter évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail est quand même extrêmement contraint aussi. Il y a notamment sur les écoutantes de l'OFI un très beau podcast sur la difficulté à être écoutante de l'OFI sur les demandes d'asile sur France Culture, je crois. C'est quand même les agents de l'État sont aussi extrêmement abîmés en ce moment dans leur possibilité de travailler. Et je pense qu'il ne faut pas sur le débat public et avec des échéances électorales, il faut qu'on puisse créer un débat public entre les associations et le service public. Je suis fonctionnaire, voilà. Et notre plaidoyer est un plaidoyer d'experts. Alors parfois peut-être un peu trop, et ce qui rend difficile je dirais la contre-attaque contre des affirmations parfois simplistes et complètement erronées, mais qui font mouche. Mais j'insiste sur ce plaidoyer d'experts parce que c'est vraiment, alors d'experts au sens de personnes qui ont des compétences fortes, qui vont jusque de la recherche, mais aussi de personnes qui ont une expertise et leur expérience, ce que nous pouvons dire, ce que vous pouvez dire de ce qui concerne l'hébergement, les demandeurs d'asile, les personnes, les femmes exilées, et ancré dans une réalité quotidienne d'exercice auprès de ces personnes où sont mesurées toutes les limites, toutes les difficultés. Donc il est important aussi de dire, ça n'est pas simplement yaka, il faut qu'on, encore une fois, c'est à la mesure de ce qui est observé sur le terrain, pour reprendre ce terme-là, complété par des travaux même scientifiques sur ces sujets-là. Merci. Est-ce que vous voulez rebondir ou on... Ouais. Bonjour, Eda Bui de la Passe de Saint-Antoine. Bonjour Clélia. Le plaidoyer que Clélia est en train de vous transmettre, je pense que s'il y a des assistantes sociales dans le public, il faut savoir aussi que, en effet, il y a un problème de formation qui est net, parce que les médecins, en premier, moi je suis médecin, donc je n'ai pas été formée du tout. J'ai appris sur le terrain, si vous voulez. Et aujourd'hui, quand je vois mes internes qui sont les prochains médecins, que ce soit de ville et d'hôpital, ils ne savent absolument pas tout ce que vous êtes en train de présenter. Pourquoi ? Parce que dans leur cursus, évidemment, on a beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que c'est essentiel qu'un médecin ait un minimum de formation, parce que c'est lui le premier interlocuteur, parfois, de la prise en charge de ces patientes vulnérables. Et donc, quand on ne connaît pas l'information, eh bien, on est incapable déjà de diriger la patiente vers les structures ou vers ce qui existe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que même si on le sait, malheureusement, les structures en question sont en déliquescence permanente. S'il y a des assistantes sociales qui sont à la recherche d'emploi à la PHP, qui viennent dans notre hôpital, parce qu'on en manque. Et ce que Clélia vient de vous dire, en effet, 9 mois, c'est la durée de vie presque d'une assistante sociale sur ce poste. Pourquoi ? Parce que c'est un travail très chronophage, très énergivore et déprimant. Je suis désolée de le dire, mais c'est déprimant parce que c'est lourd, parce qu'il n'y a pas de solution. Parfois, c'est un constat, mais il n'y a pas de solution. Du coup, quand vous rentrez chez vous, vous déprimez, et à force de déprimer, vous lâchez le boulot. Vous lâchez encore plus le boulot quand le salaire en face n'est pas adéquat et que vous êtes un petit peu chassé par les différents organismes parce qu'ils en ont besoin. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai problème de ressources humaines. Et en effet, dans ces cas-là, au moins qu'on ait tous un petit peu une sorte de formation minimale, mais qu'on le sache, que ça soit soignant, aide-soignante, travailleur social, etc., pour accompagner, pour pallier un petit peu cette difficulté sur le terrain. Ce qui est un autre problème dans ce que vous transmettez, je suis désolée, je n'en ai pas du tout entendu parler, mais il va falloir peut-être qu'on l'aborde à la prochaine table ronde. Il faut aussi qu'on autonomise ces patientes, si on veut travailler sur le long terme. Moi, je suis la première à voir qu'en fait, quand je les mets dans une structure, bien sûr, en phase aiguë, il faut qu'elles soient portées,
évidemment, elles n'ont pas la force suffisante pour avancer. Mais une fois que tout ce qui a été un peu mis en place, il faut leur donner les moyens de s'autonomiser, que ce soit ça en information médicale, en santé, en structure logistique, en profession, etc., pour qu'elles puissent en fait marcher toutes seules. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses qu'on met, mais en fait, je ne vois pas de réflexion sur l'autonomisation de ces patientes, mais ce sera peut-être une autre table ronde. Merci. Ouais, vas-y, Clélia, ouais. Merci beaucoup. Bon, heureusement, j'ai pas dit de bêtises sur l'hôpital public parce que je parlais sous le contrôle des collègues. Sur la question de l'autonomie des patientes, moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup parce qu'il y a un nouveau concept, mais qu'on voit aussi dans le milieu social. Enfin, lisez-le vraiment à l'aune de ce qu'on dit sur le médical. Je pense que ça parle aussi au social. C'est la question de alors nous, on a la question de la littératie en santé, qui est qui est un concept clé en santé publique. De Santé publique France, qui vient du monde anglo-saxon, sur justement acquérir on met à disposition des publics. Donc vraiment, je pense que la littératie sociale marcherait aussi, en santé, mais sociale aussi. Ça pose la question de la définition de la littératie en santé par Santé publique France, c'est la motivation et les compétences des personnes. Et là, moi, ça me pose éthiquement question sur, justement, dans une question de service public, je ne sais pas si on sera d'accord ou pas, mais vraiment, c'est une question éthique de la pratique du service public aussi. Parfois, il y a des personnes qui ne sont pas encore en capacité de s'en saisir. Et comment on les autonomise ? Les autonomise, oui, c'est ça. Est-ce que c'est en les rendant responsables, et nous, c'est ce qu'on voit beaucoup, elles vont être vraiment responsables de leur parcours, notamment quand elles sont hospitalisées pour raisons non médicales à l'hôpital. Le New Public Management va les nommer bêtes bloqueuses. Littéralement, c'est bloqueuses de lit. Ça veut dire qu'elles n'ont pas d'hébergement. Les services hospitaliers ne veulent pas les mettre à la porte parce qu'elles bloquent des lits et que les sages-femmes et les médecins n'ont pas accouché des femmes pour les mettre dehors. Donc, il y a des stratégies qui se dessinent selon les directions des hôpitaux, selon les chefferies de service, où on va décider que ces femmes ça coûte moins cher une nuit en hôtel 115 qu'en hospitalisation. Donc, il y a des hôpitaux même qui vont payer ces nuits d'hôtel plutôt qu'une nuit d'hospitalisation. Ça coûte moins cher. Mais derrière, c'est masqué aux équipes que, en fait, cette nuitée hôtelière, c'est une ou deux et que derrière, elles retournent à la rue. Et la question de l'autonomisation, elle vient vraiment avec la question de l'habiter. Parce qu'en fait, si on n'a pas, et cette question, elle est centrale, je veux dire, on a un directeur de la santé publique à l'ARS Île-de-France, je sais que tu veux répondre, je te relaisse la parole, mais on a monsieur Luc Ginaud, directeur de la santé publique de l'ARS Île-de-France, qui nous a dit, en fait, les enjeux d'hébergement, ils percutent les enjeux de santé. Tant qu'on n'hébergera pas correctement, voire qu'on ne permettra pas à ces personnes d'habiter un lieu, en fait, elles ne pourront pas être autonomes. Et c'est vraiment la question de... la manière dont on a créé sur la question vraiment du risque et de l'urgence, où on est toujours sur du curatif, jamais sur du préventif, on n'arrive pas à autonomiser ces personnes et on les en rend responsables. Et on en rend responsables les soignants et les travailleurs sociaux qui les accompagnent. Et du coup, pourtant, on a quand même encore un État et des services publics. Alors, Clélia, tu as mis le doigt sur la problématique justement de cet accompagnement. Cet accompagnement, elle ne doit pas répondre seulement en situation d'urgence. Elle doit être en amont. Et le travail en amont, on le sait très bien, j'en reparlerai tout à l'heure, les notions, la connaissance à la santé, surtout les femmes qui, en général, vous le savez très bien, elles arrêtent l'école en général à 12 ans. Donc la connaissance, elle va être limitée. Donc si nous ne leur apportons pas cette connaissance, comment voulez-vous qu'elles gèrent l'urgence d'une grossesse, etc., quand elles ne savent même pas qu'elles sont enceintes? C'est ça la situation aujourd'hui. Donc ce travail, il doit être en amont. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, l'autonomisation ne peut pas se faire en période aiguë. La femme est en détresse psychologique, elle est en détresse physique et tout ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas ce moment-là. L'autonomisation doit être faite soit en amont, des jeunes femmes MNA, mineures, non accompagnées, déboutées, mais en fait, elles n'ont jamais fait l'école, elles ne savent même pas ce que c'est qu'une contraception. Toutes ces choses-là, il faut qu'on leur apporte en tout cas un outil d'information qui soit déjà audible et compréhensible.
parce que je vous ferai peut-être un petit topo rapide tout à l'heure ce qu'on fait, et j'étais la première à me rendre compte que mon vocabulaire n'était pas compréhensible, n'était pas audible par les patientes, parce qu'elles disaient oui, mais quand je reposais la question, il y a un petit gag que je vous ferai tout à l'heure, juste pour... C'est un teasing, là. J'étais complètement hallucinée dans la réponse de la patiente, quoi. C'est ça, le souci aujourd'hui, c'est l'information, elle doit être audible, elle doit être pragmatique pour que ces patientes puissent s'en saisir pour s'autonomiser, pour éviter d'arriver en stade aigu ou par la suite. Elles ont parfois 3 ans, 4 ans de présence sur le territoire et elles découvrent comme ça des choses parce qu'elles n'ont jamais entendu. C'est bien parce on a mis des réseaux d'information mais qui n'ont pas atteint ces femmes-là pour diverses raisons. Hein. Soit parce qu'elles sont francophones, hein, mais elles ne lisent pas. L'analphabétisme, la littératie, tout ça, eh ben, c'est un frein, je dirais, à la connaissance. Et il y a aussi un autre truc qu'on ne pense pas. Souvent, ces femmes-là, elles cumulent 4 boulots dans la journée, donc elles ne peuvent se rendre à aucun des endroits qui ont été mis en place. Enfin bon, on en reparlera, je ne veux pas monopoliser la parole. Merci. Ouais, ça permet de faire le lien avec la prochaine table ronde dans laquelle vous intervenez, c'est ça, ouais. Sur la question de la santé, je ne crois pas qu'on ait le temps d'une... Il est 28, on est censé finir à 30. Peut-être vous aviez une question, c'est ça? Non? Ah non, pardon, j'ai cru. Eh ben, alors on peut s'arrêter là, si ça vous va. Ce que je vous propose, c'est de revenir à 16h pour la tribune des femmes exilées. Donc ce sera un moment où il y aura plusieurs femmes qui porteront un certain nombre de revendications, à la fois en partageant leur parcours d'exil, mais aussi leurs aspirations. Donc ce sera à 16h tapantes. Merci beaucoup.